Club Bruxelles Europe a servi de cadre ce 25 mars 2019 au baptême du livre RD Congo sans un seul coup de feu, écrit par M. Cheikh Fita, responsable de l'info en ligne des Congolais de Belgique. Cet ouvrage de 500 pages qui a reçu l'honneur d'être baptisé par le président de la Ligue des électeurs, Paul Sampou, relate les parcours du processus électoral de 2018 en République démocratique du Congo lors de la publication par la CENI du calendrier électoral. Quant à la ligne directrice de cet ouvrage de 19 chapitres, elle est essentiellement chronologique, dont certains chapitres sont consacrés aux différents reportages sur terrain au Congo grâce à l'évolution numérique, des interviews, des conférences, des manifestations des Congolais à Bruxelles et principalement du mouvement des combattants. Pour l'auteur du livre, M. Cheikh Fita, l'apport de cet ouvrage s'inscrit dans le proverbe qui dit « Quand le petit de la chèvre regarde la chèvre, il voit sa mère. Quand les lions regardent la même chèvre, il voit une proie. » Pour dire que dans les processus électoraux congolais qui a connu son paroxysme avec le résultat de la présidentielle, la RD Congo, notre mère patrie, hélas cette chèvre-là, presque à la merci de tous les appétits des prédateurs. L'auteur du livre rend hommage au peuple congolais qui a pu faire partie du pouvoir un président sans tirer un seul coup de feu depuis que la RD Congo existe comme État. Je suis Madame Bijou Bomboko, une grande amie à Monsieur Cheikh Fita, collègue et tout ce que vous voulez. Voilà, donc on est ici pour présenter le livre de Monsieur Cheikh Fita et je vais un peu vous expliquer comment va se dérouler le moment qu'on va passer avec vous. Donc je vais le présenter, on va présenter le livre, c'est la première partie, et puis il y aura un débat autour du livre, bien entendu, et après il y aura un cocktail qui vous sera offert. Mais je vous remercie encore d'être là. Monsieur Cheikh Fita. Voilà, je vais un peu, en quelques lignes, vous parler un peu du parcours de Monsieur Cheikh Fita. Sa biographie professionnelle. Cheikh Fita est né à Chikolongwe, au sud du Katanga, le 30 novembre 1954. Il est marié, père de 5 enfants et grand-père de 9 petits-enfants. Il est licencié en philosophie de l'université de Lubumbashi en 1977. De 1977 à 1986, il a donné cours de philosophie et de français à l'Institut Umoja de Kolwezi, ainsi qu'à l'Institut du Lualaba ex-Jean 23 de la même ville. Il a ensuite été chargé des relations publiques et organisation des événements culturels à l'Institut national des arts INA à Kinshasa. Entre 1988 et 1990, il a été secrétaire de cabinet dans 3 ministères, culture, art et tourisme, information et presse, puis coopération internationale. De 1991 à 1992, il a été conseiller de marketing culturel au ministère de la Culture de la RDC. Invité de la CNES, Conférence nationale souveraine, en 1992. Il est élu dans sa composante parlementaire et siégera au Haut Conseil de la République de 1992 à 1997. Arrivé en Belgique en 2002, il a travaillé durant quelques années comme animateur culturel à Écoculture. Voici donc quelques repères de son parcours en tant qu'écrivain. En 1976, il écrit et met en scène sa toute première pièce de théâtre qui sera jouée par le théâtre Orcan. En 1978, Cheikh Fita écrit et met en scène la pièce Moins homme, dite La guerre de Kolwezi, une des 12 pièces de théâtre finalistes du concours théâtral inter-africain de RFI. En 1979, en 1987, il obtient le Grand Prix national de théâtre. En 1988, il est repris
dans le dictionnaire universel Hachette comme auteur de théâtre en 2006 à Bruxelles. Cheikh Fita crée le journal sur Internet Info en ligne des Congolais de Belgique. D'abord comme blog, Cheikh Fita News, puis comme site. L'article qui est à la une de son site aujourd'hui, c'est le 3830e article à y être publié. Il va sans dire que des millions de personnes à travers le monde ont lu ces articles. Voici les publications de Cheikh Fita à partir de Bruxelles. En 2002, Peuple Mokondi au Lobinini, à partir de Bruxelles. En 2007, Demain le Congo comme l'Europe. En 2012, RD Congo, la démocratie assassinée. En 2009, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le livre qui vient d'être vendu avec un accouchement vraiment difficile parce qu'on a un peu participé à ça, parce que voilà, étant ses collègues et fidèles amis. Donc lui-même va maintenant parler de ça. À toi, Cheikh Fita. Merci beaucoup, Madame Bijou Bomboko. Mesdames, Messieurs, chers consoeurs et confrères journalistes, je vous remercie tous pour votre présence ici au Presse Club Bruxelles Europe à l'occasion du baptême de mon livre RD Congo, sans un seul coup de feu. Chacun de nous a tellement de contraintes, tellement de centres d'intérêt qu'il n'est pas aisé de se libérer pour une activité culturelle. Je remercie ensuite les éditions OCM de Kinshasa en République démocratique du Congo qui ont permis la publication de ce livre dans un délai assez rapide. Je remercie aussi celui qui a préfacé ce livre, c'est le patriarche Joseph Singa Oudjou, ancien Premier ministre. Je remercie enfin tous les membres de toute ma grande famille dont l'assistante a été déterminante. Pourquoi ce livre et pourquoi ce titre? Et comment l'ai-je écrit? Comment est-il structuré? Quel est son contenu? Quel est son apport? À qui sera-t-il utile? La question du pourquoi du livre ne se pose pas beaucoup parce que j'écris depuis 1976, comme l'a dit Madame Bijou Bomboko tantôt. Mais pourquoi ce titre? Le titre d'un livre reflète généralement son contenu. Et quel est le contenu du livre? Autrement dit, quel a été l'effet déclencheur du livre? Le 30 décembre 2018, il y a eu des élections en République démocratique du Congo. En dehors du fait que l'organisation de ces élections était abracadabrante, voire inconstitutionnelle, ces élections ne sont pas tombées du ciel. Toutes imparfaites qu'elles étaient, elles sont la conséquence de la combinaison d'une multitude de paramètres de mobilisation, d'engagement, de pression. Donc, ce livre commence donc avec le jour où il y a eu un signal assez clair montrant qu'il était possible que des élections soient enfin organisées. Ce jour-là, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, avait publié un calendrier électoral qui prévoyait les élections le dimanche 23 décembre 2018. Il y en a qui crurent, mais il y en a beaucoup qui ne crurent pas en l'organisation des élections. Militant depuis toujours pour l'accès au pouvoir par les urnes, j'ai donc été attentif au processus. Dans ce livre, le lecteur aura le loisir de s'en rendre compte. Comment le livre est-il structuré?
Bon, d'abord, il a 510 ou 512 pages. Il y a une préface. Il y a 19 chapitres. Il y a une liste de plus de 200 personnes citées. Il y a des photos dans le corps du livre et 24 pages spéciales de photos à la fin de l'ouvrage. La plupart des personnalités congolaises y sont. Il y a des photos des manifestations des Congolais à Bruxelles et principalement du mouvement des combattants. Il y a enfin des photos d'un certain nombre de journalistes congolais. Quant à la ligne directrice, elle est essentiellement chronologique, car le processus électoral lui-même était inscrit dans le temps. En d'autres termes, le livre commence le jour où le calendrier électoral a été publié et il se termine le jour où il y a eu passation de pouvoir. Mais comme dans le processus, il y avait des personnages marquants, des moments charnières, des événements incontournables, malgré le caractère chronologique, j'étais obligé de consacrer certains chapitres à des thématiques particulières. Et quel est le contenu du livre? C'est des reportages, des réflexions essentiellement. La révolution numérique donne de nouvelles opportunités comme source d'information. Et donc, ce sont aussi les vidéos en direct via les réseaux sociaux que nous avons exploités. Ici, je devrais remercier particulièrement une journaliste de Kinshasa, Madame Rachel Kitsita Ndongo, qui a retransmis via sa page Facebook beaucoup d'événements de Kinshasa. Et quel est l'apport du livre? La réponse à cette question se trouve dans le proverbe qui est avant même l'introduction dans le livre, je vous le lis. Quand le petit de la chèvre regarde la chèvre, il voit sa mère. Quand le lion regarde la même chèvre, il voit une proie. Nous y réfléchirons. Dans le processus électoral congolais qui a connu son paroxysme avec les résultats de la présidentielle, la République démocratique du Congo, notre mère patrie, et hélas cette chèvre-là, presque à la merci de tous les appétits des prédateurs. Maintenant, quelle symbolique véhicule la photo de la couverture qui a été prise par les services de presse de la présidence de la République congolaise? La photo, elle est là. Je pense que la photo parle d'elle-même. Enfin, le titre, RD Congo, sans un seul coup de feu. Rien qu'en lisant le titre, plusieurs personnes ont réagi, et souvent méchamment, en affirmant qu'il y a eu plusieurs coups de feu depuis des années, qu'il y a eu des morts. Oui, mais ces coups de feu ont été tirés par le pouvoir qui partait. Et le peuple congolais, avait-il tiré, lui, un seul coup de feu? Non. Donc le peuple congolais a pu faire partir du pouvoir un président sans tirer un seul coup de feu. Cela est à son honneur. Cela est également à l'honneur du parti du nouveau président à qui les symboles du pouvoir ont été remis. Ce parti, l'UDPS pour ne pas le citer, a défié toutes les dictatures sans qu'un seul de ses membres n'ait tiré un seul coup de feu. Malgré toutes les péripéties qu'il y a eu dans le processus électoral congolais, en tant qu'écrivain, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'immortaliser cela. Et je l'ai donc fait à travers ce livre, RD Congo, sans un seul coup de feu, que nous aurons l'occasion de vous présenter aujourd'hui. J'ai dit, je vous remercie. S'il y a des questions, je suis à votre disposition.
Voilà, donc... juste vous présenter. Voilà. Voilà, donc moi c'est Alimi Amongala, dernier virage. Moi, ma question c'est par rapport au titre de l'ouvrage. Hein, donc, sans un, comme vous avez dit, RDC sans un seul coup de feu. Oui. Là, vous faites allusion au peuple. Le peuple n'a pas tiré un seul coup de feu depuis les années. Oui. Mais le peuple n'a pas des armes. Oui. C'est un peu par rapport à cela. Parce que comment est-ce que vous pouvez faire référence au peuple alors que c'est le pouvoir qui tire sur le peuple? Je n'ai pas très bien compris. Merci Alimia, je vais éclaircir. Vous savez, il existe plusieurs façons de prendre le pouvoir dans un pays. On peut faire une révolution, on peut prendre les armes, et puis on peut militer, se battre pour que grâce aux élections, on accède au pouvoir. Vous avez tout à fait raison, le peuple congolais n'a pas les armes, donc le peuple congolais n'a pas pris les armes. Mais ce n'est pas facile. Quand on regarde l'histoire sur notre continent, et même dans notre propre histoire, jusqu'à aujourd'hui, combien de fois les Congolais n'ont pas dit « Tozwa Karamandiki ». Ils l'ont dit. Il y a eu un temps où des gens avaient pris le pouvoir par les armes, mais c'était sans l'aval du peuple. Mais cette fois, la pression populaire a fait que celui qui était là, et ça c'est un détail auquel les gens ne pensent pas, à la fin de l'année 2016, quand il y a eu le fameux glissement, M. Kabila s'armait, il achetait des armes, il les stockait partout. Et je me souviens avoir écrit un article qui n'est pas dans le livre, où j'avais dit, tout ce qu'il achète là, le jour où il partira, il n'en aura pas besoin, il ne saura même pas les utiliser, parce qu'il n'y a pas une armée. Lui a cru qu'on pouvait rester au pouvoir par les armes, il s'est armé, il est parti du pouvoir sans qu'on ait utilisé les armes. Et donc, je voudrais surtout insister sur le fait que la médiatisation qui a suivi les élections n'a pas mis un point d'honneur sur ce qui est arrivé pour la première fois dans notre pays. Il y a eu tellement d'actualités brûlantes que, avec un peu de chance, ça allait même passer inaperçu. On allait trouver que c'est normal. Ce n'est pas normal ce qui est arrivé. C'est anormal là, quand on voit l'histoire de notre pays après 60 ans. D'ailleurs, ça fait 60 ans, ça fait 2-3 générations. Ça arrive. Ça aurait dû arriver. Nous sommes en 2019. Il y a eu combien de présidents de la République aux États-Unis, en France, entre 1960 et aujourd'hui, qui sont arrivés sans armes? C'est innombrable. Mais chez nous, c'est la première fois. Et donc, je dis toujours, quand vous avez gagné quelque chose, il ne faut pas cracher dessus. Il faut rebondir dessus. Nous avons, le peuple congolais est entré dans l'histoire par la grande porte. Il faut que nous-mêmes, les Congolais, le disions à haute voix. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour écrire, pour que si on ne le dit pas, moi je le dis, je le publie, et que le peuple congolais puisse intérioriser. Parce que l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que nous avons beaucoup de chances que le prochain vienne également sans armes. Alors que si, par distraction, on fait comme si c'est un fait divers, c'est par hasard, eh bien, il y aura encore des aventuriers qui vont prendre les armes, et quand ils feront ça, vous allez dire, ah mais au fait, on avait pu quand même avancer. Nous avons, le peuple congolais a posé un acte historique. Il faut le louer, il faut le dire, il faut apprivoiser cet acte-là
et faire en sorte que ça soit notre patrimoine. Voilà, je suppose que c'est clair. Pasteur Bobo, animateur de l'actualité compliquée. On sait que notre pays, tout ce qui se passe au pays, c'est très compliqué. D'abord, je dirais félicitations à Cheikh Fita, merci à Cheikh Fita, parce que vous avez participé, on dit, tous les événements de Bruxelles. En tout cas, vous étiez là, par votre télé ou journal, on peut tout suivre. Tout suivre. Mais ma préoccupation est la suivante. Vous dites sans un seul coup. Le Congo, c'est un pays, je pourrais dire, bizarre. Le principal challenger n'accepte pas. Pour lui, il y a eu deal entre l'ancien président et le nouveau président. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas accepté la victoire de l'autre. Il appelle même masque ou quoi. Vous dites quoi par rapport à cela? Est-ce que ça contredit sans un seul coup? Ou bien vous lui dites que c'est un deal? Merci, pasteur Bobo. Je vais vous faire plaisir en répondant à votre question, mais avant cela, je vais donc recadrer un peu les choses. Malheureusement, comme toujours, quand on présente un livre, on ne l'a pas lu, et donc voilà. Celui qui réclame que c'est lui, à supposer que c'était lui, et qu'il était passé, ce serait aussi simple de faire. Mais, j'ajoute, ce sujet-là, c'est tout un débat qui peut faire aussi un livre. Et j'ai choisi de ne pas le traiter, parce qu'on ne peut pas parler de tout à la fois. J'ai choisi de mettre en exergue quelque chose qui risque d'être donc dissipé par l'émotion, etc. Mais, pour votre gouverne, dans le livre, il y a un chapitre sur la vérité des yeux. Et le hasard fait que dans cette salle, nous avons un grand activiste des droits de l'homme, avec qui, ici, sur la place de Bruxelles, nous avons mené des actions. Et ces actions, c'était quoi? La leçon de la vérité des urnes de 2011. Ceux qui achèteront le livre liront, c'est bien écrit. En 2011, il y a eu hold-up électoral. Le propre des humains, le propre de la communauté humaine, c'est de toujours tirer les leçons. Eh bien, à partir de 2015, nous avons créé ici à Bruxelles une plateforme dénommée Antenne Monde de la société civile de la RD Congo. Cette plateforme-là s'était donné comme mission d'attirer l'attention de compatriotes sur les risques des élections mal organisées. De toute façon, je l'ai dit, de bout en bout dans mon livre, je ne jette pas de fleurs à ce processus électoral-là. Il a été très mal organisé. Ce n'est même pas un débat. Mais ça ne suffit pas. Il faut tirer les leçons. Pourquoi est-ce que Feu Étienne Tshisekedi n'a pas été président? Parce que il y avait une petite erreur. C'est qu'on n'avait pas mis des observateurs et des témoins dans tous les bureaux de vote. La République démocratique du Congo, c'est 80 millions d'habitants. Il y avait eu en 2011 75 000 bureaux de vote. Si tu veux être président de la République, donc tu seras voté dans tous les bureaux de vote. Ça coûte quoi de mettre, ça coûte, mettre deux observateurs, des témoins partout. Et nous, société civile, nous avons tiré la leçon de 2011. Nous nous sommes dit, si nos opposants vont aux élections sans mettre des observateurs, sans mettre des témoins, Kabila va les dribbler. Et mieux,
on ne l'a pas dit. On a écrit à tous les leaders, à tous ceux qui étaient candidats. On leur a dit, messieurs, dames, faites ça. Mieux encore, avec nos partenaires, on a conçu une application de telle sorte que vous avez les résultats, vous lancez dans l'application et l'application fait la compilation. Nous avons écrit à tout le monde, nous avons la correspondance. Il y en a qu'on a même été voir personnellement. Non, ça ne les intéressait pas. Et à partir de ce moment, nous on s'est dit, pour nous, on s'arrête là. Donc il ne faut plus venir avec l'argument de vérité des urnes, parce que l'argument de vérité des urnes, on n'avait qu'une seule possibilité, c'est de mettre des observateurs partout. Et donc, pour nous, société civile, c'est un faux débat que les politiciens amènent. Parce que nous, société civile, nous leur avons écrit. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que nous faisons? La société civile, nous avons nos partenaires au pays, etc., etc. On était disposés, on ne l'a pas fait. Et donc, nous, ce débat s'arrête à ce niveau-là. Voilà. Une autre question? Oui, madame. Oui, madame. D'abord un regret de ne pas pouvoir voir le livre et peut-être même l'acheter. Vous parlez de reportages. Vous avez fait des reportages au Congo, en RDC, dans plusieurs localités. Vous avez fait des compilations, des résumés de reportages. Comment vous avez procédé en tant que, je dirais, journaliste pour témoigner un peu de ce qui se passait sur le terrain? Oui, je le dis dans mon nom, hein, c'est-à-dire nous avons la chance de vivre la révolution numérique. Au moment où je parle, ils sont en train de me suivre au Congo, ils sont en train de me suivre à travers le monde. Maintenant, ils ne me suivent plus, mais c'est vice-versa. Ça veut dire que où ils sont, ils peuvent même interagir. Là, quand je parle, quelqu'un du Congo peut interagir. Et durant la période la plus forte de la campagne électorale, on a été inondé des images sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, certains de nos confrères belges, quand on leur pose la question, ils disent non, on n'a plus tellement besoin. Vous vous souvenez, on a empêché certains journalistes belges d'aller au Congo pour les élections. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Ils disent mais ça ne change pas grand chose parce qu'on a tout maintenant via les réseaux sociaux. Et c'est instantané. Et donc, nous sommes en mesure d'avoir l'information du Congo en temps réel. Et j'ai cité une consoeur, Rachel Kitsita, qui a fait un travail extraordinaire. Elle a été partout. Et à moto, on la voyait faire des reportages, etc. Bon, elle le fait, peut-être que souvent elle sait que dans le monde en suivait, et nous, ses confrères qui vivons ici, ça nous a beaucoup servi, de telle sorte que ça limite les frais de faire des descentes sur le terrain. Oui, merci beaucoup, Cheikh Fita, et félicitations pour le livre. Merci. Mais je ne sais pas si c'est une question ou une préoccupation. C'est pas grave. En lisant RD Congo, sans un seul coup de feu, est-ce que, dans un autre sens, on peut dire que ces titres, sans avoir lu les livres, oui, ça peut être une interpellation, comme tout le monde sait ce qui se passe au Congo et l'ingérence des Occidentaux. Est-ce que ces titres peuvent aussi interpeller les Occidentaux ou tous ces gens qui s'ingèrent dans la situation de notre pays? Les Occidentaux, je ne sais pas, moi j'ai plutôt mis le peuple congolais en avant. Mais les Occidentaux, eux, je les interpelle par le proverbe qui est juste après le titre, que je peux relire. La chèvre et le... Non, je vais relire mot à mot. Quand le petit de la chèvre regarde la chèvre, il voit sa mère. Quand le lion regarde la même chèvre, il voit une proie. Ils sont interpellés. Oui, voilà. Merci beaucoup. Okay. Et l'interpellation ne doit pas s'arrêter là. Ouais. L'interpellation doit être pour nous-mêmes aussi. J'avais lu quelque chose d'amusant dans les réseaux sociaux. Quelqu'un a fait une remarque et dit là, je pense que
les Occidentaux, ils vont un peu fort. Comme nos intérêts ne sont pas les mêmes, ce qu'ils disent, c'est pas ça. C'est interpellant. Et donc, comme nous avons gagné une grande bataille qui n'est malheureusement pas encore terminée, nous devons donc colada, il n'y a pas le mot français. Hein. Oui, nous devons nous imprégner de certaines valeurs patriotiques. Parce que je veux peut-être faire une petite digression pour mieux répondre. C'est le moment pour le Congolais de comprendre que le Congo est une nation. Et la nation, c'est quoi? En dehors des définitions classiques. Là, je vais illustrer cela par un exemple. Nous sommes à 5. Nous voulons traverser le fleuve. On dit, tiens, pour traverser le fleuve, il faut une pirogue. Chacun vient avec une planche. Avec nos 5 planches, nous avons une pirogue. On dit, ok, nous montons. Et nous allons sur le fleuve. Arrivé au milieu du fleuve, on se chamaille. Il y en a un qui s'appelle, je dis non, moi en tout cas là, je prends ma planche et je m'en vais. On dit, mais non, si tu prends cette planche-là, on va tous se noyer. Il s'énerve, tellement il s'est énervé, mais il y a un autre qui s'énerve plus. Il dit, oui, tu as raison, moi aussi je prends ma planche. Et les autres, les 3 là, ils se rendent compte que là, on est tous en danger. Donc, le Congo, c'est ça. Et à tout moment, on doit se dire que nous avons mis ensemble des planches. Aucun de nous n'a le droit de dire, je prends la mienne. On est dedans, on est dedans. On veut partir, on crève avec les autres. Et donc, c'est une interprétation qui va au-delà de celle-là. Et compte tenu de ce qu'il y a eu comme tension de le processus électoral, j'ai pensé que on ne pouvait pas passer ça inaperçu. Il fallait effectivement interpeller nos compatriotes. Voilà. Pourquoi Cheikh Fita n'est pas allé au Congo pour présenter le livre? Parce qu'il n'y a personne qui peut présenter ce livre plus que toi. Toute l'émission ici sera diffusée le jeudi 28. L'éditeur du livre, c'est un éditeur congolais, c'est des jeunes gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ont déjà édité d'autres choses. J'ai un de leurs ouvrages ici dans la valise. Alors, ils avaient dit, non, quand tu écris un prochain livre, nous, on va t'éditer. Est-ce qu'on a besoin d'employer comme tremplin? Je dis oui, parce que dans notre pays, effectivement, il n'y a même pas de maisons d'édition qui sont subventionnées, parce que les grandes maisons d'édition sont aussi souvent subventionnées, même dans les pays comme ceci. Moi, je dis, ok, vous allez le faire. Et donc, le 28, jeudi 28, à 15h au CEPAS, centre Perboka, à Gombe, en diagonale avec le palais de justice, il y aura baptême du livre là-bas. Et donc, les images qu'on diffuse ici, on va les diffuser. C'est comme si j'avais parlé exactement comme ici, là-bas. Même, bon, disons que c'est eux, en fait, c'est eux qui ont priorité. Parce que finalement, moi, je ne suis que l'auteur, les éditeurs, c'est eux qui vont faire en sorte que tout le gratin politique congolais soit là et que le livre soit également vendu. Moi, c'est une ta félicitation. Merci. Je reviens encore sur le titre du livre RD Congo 127 couvre-feu. Est-ce une interpellation pour dire aux amoureux de la rébellion qu'on ne peut plus accéder au pouvoir au Congo par la rébellion et que la lutte pacifique, c'est la meilleure? Non, je n'interpelle pas les potentiels rebelles. Nazoukumi, ça peuple congolais. Donc, mon approche est positive. C'est-à-dire, le peuple congolais a réussi quelque chose de grand. Il faut le dire, il faut lui lancer des fleurs. Vous savez, dans la culture que nous ont légué les 2 dictatures ici, on n'a plus l'habitude de magnifier ce qui est bon. On préfère toujours brocarder le mal.
Mais quand est-ce qu'on va dire du bien, on va dire le bien du bien? C'est rare. Et donc, pour moi, c'était un devoir de dire du bien, d'un grand bien. Et c'est un grand bien. C'est quand vous aurez lu le livre, vous allez vous rendre compte, quand vous réfléchirez, parce que le livre vous permet, parce qu'en réalité, nous tous, nous avons vécu le processus. Mon seul apport, c'est que j'ai couché ça au fur et à mesure que ça avançait. Et vous connaissez la mémoire humaine, à un moment on oublie. Mais quand on relit, on se dit, tiens, c'est comme ça. Même moi, quand je relis et j'ai écrit, je suis surpris, je réapprends. Et c'est important qu'il y ait une mémoire qui soit là pour nous interpeller, qu'on enseigne ça à nos enfants dans les écoles, et que en magnifiant le bien, on solidifie la nation. Il n'y a que le bien qui peut faire en sorte qu'une nation s'élève davantage. Au moment où il y a eu un bien, on fait comme s'il n'y a pas eu un bien. Voilà, comme on dit à l'Ingal, on est à Kindo. Voilà. Oui, merci Cheikh Fita. Cheikh Fita qui est mon grand frère que je respecte beaucoup. Je voudrais vous féliciter pour cette occasion. Surtout, j'ai aimé beaucoup votre titre, RD Congo sans un coup d'effet. C'est une bonne chose, encore les photos des présidents, les nouveaux présidents et l'ancien président qui est là. Donc pour moi, les titres c'est bien, mais vous savez très bien, sans coup d'effet. Mais il y a les autres qui voudraient toujours que les jours-là, qu'ils puissent avoir les coups d'effet. Donc je suis clair là-dessus. Les autres, c'est qui? C'est l'Occident, tout précisément les Belges. Qui veut... Non, ça m'engage que moi. Okay. Ça m'engage que moi. Je préfère. Ça m'engage que moi. C'est un bon titre que j'aime. Mais les Occidentaux pourraient, il faut toujours qu'il y ait des coups d'effet pour qu'ils puissent venir nous aider avec des biscuits, des choses bizarres, tout ça. Donc, j'ai aimé ça, il faut que ça continue comme ça, je vous félicite. Merci Étienne. Toujours comme ça. Merci Étienne Kamogo. Je vais tout simplement vous dire un peuple qui sait honorer ses grands faits, ses hauts faits, ses victoires. C'est un peuple qui avancerait, qui va avancer, qui va aller de l'avant. Alors, aujourd'hui, Cheikh Fita met entre nos mains un moment historique dont nos générations s'en souviendront toute leur vie. Alors je vais, en son nom, au nom de nous tous, baptiser ce livre que nous recommandons à tous les Congolais, à tous les Africains, puisque finalement, ce qui vient de se passer dans notre pays est exemplaire, c'est une histoire, c'est une grande histoire dont les États africains, le peuple africain pourront s'en référer. RDC Congo, sans un seul coup de feu, je te baptise au nom du peuple, au nom de l'État congolais, et au nom de tous nos compatriotes qui sont tombés sur les champs de bataille pour cette liberté. Bravo. Merci. Voilà. Bravo. Bravo. Check Fita. Merci, merci Fita. Merci beaucoup, merci. Fololo. Ok, merci. Hourra. Merci. Pipi. Ok. Première indication. Voilà. C'est moi la première indication. Comment non, je donne pas mon nom. Oh. Moi je pense qu'il y a Moi je pense qu'il y a Première dédicace. Il est où tu mettras dans ta photo première dédicace en bas. Voilà. Si, quand même, t'as signé? J'ai signé. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh. Ok. En tout cas. À demain, peut-être. Ça va. Moi je file. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Moi, j'ai pris celui qui a été baptisé. Garde-les, hein, ce sont tes archives, c'est l'histoire. M-U-B-I-A-Y-I. M-U-B-I-A-Y-I. Ok.